gêner. C'est un peu le but. Ça doit gêner. Ces violences doivent nous gêner. Ces violences, le fait qu'elles restent en particulier silencieuses, doivent nous laisser inconfortables, doivent nous laisser un petit peu mal à l'aise sur nos fauteuils. C'est le principe. On espère que cette campagne va porter là-dessus. Et encore une fois, je réitère, ce n'est pas vraiment une campagne UNICEF, c'est une campagne de tous les acteurs de la société civile, les acteurs institutionnels, qui sont vraiment au quotidien à la lutte contre ce silence. Avant qu'on continue sur les spots, peut-être une petite note d'humour, parce que je pense que les affiches vont parler et vont nous rendre mal à l'aise. On lance aujourd'hui le consommé algérien. Je crois que c'est aujourd'hui même le lancement de la campagne consommé. C'est en parallèle. Voilà, c'est en parallèle. Bon, et bien aujourd'hui, moi je peux vous annoncer qu'on a commencé dans cette campagne en consommant algérien, puisque c'est une campagne 100% algérienne. C'est une campagne qui a été faite par M. Belazouk et son équipe, que je voudrais remercier ici pour vraiment un travail fantastique. C'est une production, une réalisation à 100% algérienne, et dont nous sommes très fiers. Voilà, je vais peut-être laisser la place aux affiches et aux spots pour qu'ensuite on puisse aller vers l'essentiel de ce que ces violences cachent et de comment est-ce qu'on peut essayer ensemble de les arrêter. Merci. Et ça me permet justement de me tourner vers M. Karim Belazouk. Comment vous avez abordé un tournage pareil? Comment on s'y prépare psychologiquement et du point de vue justement du réalisateur? Bonjour. Bon, tout simplement en réalisant l'importance du sujet, en sachant d'abord que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment dans notre pays, et en capitalisant sur ce qu'on croit, nous, beaucoup, moi et nos partenaires qui avons conceptualisé cette campagne, c'est qu'on fait un pays avec des hommes et qu'on a besoin donc de ces enfants, des hommes au sens large, des hommes et des femmes, et qu'on a besoin donc que ces enfants soient heureux de pouvoir un jour devenir les Algériens de demain. Donc en ayant été un jour contacté, sans savoir si véritablement on allait faire cette campagne ou pas, la première chose à laquelle on a pensé, c'était qu'il fallait interpeller au sens faire que les gens d'un seul coup commencent un petit peu à en parler entre eux. En parler pour le dénoncer, même si le mot quelquefois fait peur, mais tant mieux aussi c'est le cas, mais au moins en parler, c'est-à-dire faire que ces sujets-là entrent dans la conversation du quotidien. Et c'est comme ça que petit à petit est arrivé le principe d'intituler la campagne par quelque chose qui interpelle et qui est donc « Dites-le » ou « Matisse touche ». Et la campagne, il était important en fait qu'elle soit véritablement algéro-algérienne avec un film qui est une production qui passe sur des médias extrêmement puissants, la télévision aujourd'hui avec un nombre de télévisions qui commence à devenir important et donc intéressant en termes d'efficacité. Il fallait que ce film-là soit accepté dans sa longueur, 1 minute, et il fallait que ce film-là, s'il ne montre pas tout, en tout cas évoque l'essentiel pour que justement on comprenne ce qui peut se dessiner en fait un peu derrière. Donc on a conçu cette campagne en espérant qu'elle soit un premier pas vers quelque chose qui évidemment peut trouver un prolongement. On se doute bien que si dans un premier temps elle permet aux gens un tout petit peu d'en parler, il faut qu'à terme elle puisse cesser. C'est un long travail et on sait que l'ensemble des partenaires qui sont là aujourd'hui, avec lesquels on a beaucoup discuté, beaucoup travaillé pour aller jusqu'au bout de la campagne, choisissant parfois même le mot, un mot plutôt qu'un autre, on sait que cette campagne-là doit initier quelque chose et qu'ensuite des structures existent pour prolonger l'élan. Et c'est en tout cas nous ce qu'on espère. Chapeau en tout cas, respect. Je vais rapidement présenter notre aéropage invité, puis je me retournerai vers vous, très chers collègues, très chers invités. Ils sont à votre disposition, donc harcelez-les de questions directes et sans tabou, s'il vous plaît. On commence par Madame Chidour du réseau Wassila, qu'on ne présente plus. Bienvenue, merci d'être des nôtres. Monsieur Abdelrahman Ara du réseau Nada, pareil, pas besoin de présentation. Madame Messaouden de la DGSN. On a aussi Madame Atiqa Amri de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Madame, bonjour.
et Madame Nadia Aït Zaïd du CIREF. C'est bien ça. D'accord. Maman, là je reviens vers le handicap, qui a 2 enfants myopathes. On lui a donné la possibilité de s'exprimer à travers un groupe de parole. On a organisé des groupes de parole pour les mamans. Il y a une maman qui a révélé qu'elle a été violente. Elle est rentrée chez elle, harassée par plein de démarches administratives. Elle trouve sa fille myopathe qui a eu envie de faire pipi, qui n'a pas pu se retenir, et donc elle s'est mouillée. Et elle nous a dit, ah, quand j'ai vu le boulot que j'allais faire, j'ai attrapé mon parapluie et j'ai frappé, frappé, frappé. Elle n'a pas émis un son. Voilà la violence. Ça a permis à cette maman, à travers ces groupes de parole, de prendre conscience qu'elle a été violente. Vous savez très bien que dans notre société, même les expressions qu'on utilise, et le debhak, voilà, tout ça fait partie de notre... Tous, on a été peut-être élevés avec des mauvais traitements, mais qu'on a accepté. Je termine, c'est pour un peu susciter la discussion, pour dire que vous savez que l'enfant, chez nous, est la propriété des parents. Et je m'arrête. Madame Saouda. D'abord, je salue l'initiative de l'UNICEF, parce que pour la première fois, peut-être, ce qui fait défaut en Algérie, c'est la continuité des actions. Mais cette fois-ci, le lancement de cette campagne, il a été initié en 2013, et on est en 2015. Vraiment, c'est bravo pour l'UNICEF. En ce qui concerne les violences, les services de police traitent de ces violences quotidiennement, et depuis des années, c'est pas nouveau. Donc, et les premiers à casser le silence et à casser les tabous, c'était les services de la GSN. On a parlé des violences sexuelles, on a parlé de l'inceste, on a parlé de toute forme de violence. Donc, un jour et 12, et on n'enregistre pas une violence sexuelle à travers le territoire national. Même Tunisie, chaque jour, on enregistre des violences sexuelles sévères. La violence extrafamiliale et la violence familiale aussi. Parce que, et c'est bien de parler de la violence, mais c'est douloureux de traiter, d'être en face d'un enfant violenté. Et surtout quand il s'agit de violence sexuelle. Croyez-moi, c'est pas facile. Parmi les enquêtes les plus difficiles, les plus délicates, quand on a affaire en police judiciaire, quand on a affaire à une violence sexuelle. Justement, vous avez des services formés pour, comment vous faites? Donc on a des services spécialisés, on a des brigades de protection d'enfance à travers le territoire national qui traitent les victimes de toute forme de violence, notamment la violence sexuelle. Donc il n'y a pas un jour qui passe et on n'enregistre pas, donc chaque jour on enregistre une violence à travers le territoire national. Donc c'est pas facile. Donc on est les premiers à casser ce tabou, à parler, soit, et aussi la presse aussi. La presse soit écrite ou la radio, donc plusieurs fois dans des émissions radiophoniques, surtout radiophoniques, oui, il y avait le direct avec les citoyens, on a été émus par des témoignages de femmes, de mamans. Voilà, j'ai mon frère qui avait des voix, il a agressé mon fils. Parmi les exemples, là, donc, parce que la radio, mais je couche une laisse. Et puis, on a reçu vraiment des témoignages vraiment émus. Donc, peut-être il y a des journalistes présents ici avec qui j'ai travaillé. Donc, c'est pas facile de parler. Mais, alhamdoulilah, donc, à partir des émissions, à partir des séminaires, à partir des campagnes de sensibilisation, même par la DGSN, donc actuellement on enregistre ça. Maintenant, il y a des familles, des mamans qui s'approchent facilement pour dénoncer les violences, notamment les violences sexuelles. Donc la violence sexuelle, elle n'est pas apparente.
par rapport à la violence physique. La violence physique, elle est apparente. Donc ça laisse des traces. Voilà, c'est facile. Mais la violence sexuelle, elle est très délicate parce qu'on a besoin de preuves scientifiques, de preuves matérielles pour identifier. Parce que c'est pas n'importe quel. Parce qu'il y a des fois aussi, il y a des femmes peut-être un problème avec son mari, donc voilà, ma fille a été victime, c'est pas facile. Donc, les seules habilités à apprendre les enquêtes, c'est bien les services de police judiciaire. Parce qu'ils sont habilités, parce qu'on recourt à la preuve scientifique, à la preuve matérielle pour dire est-ce qu'il y a violence sexuelle. Donc, entre autres, et par la suite, je vais donner peut-être des chiffres. Voilà, par la suite. Je laisse la parole à d'autres personnes. Madame Chitour, s'il vous plaît. Je remercie l'UNICEF de nous avoir invités en tant que réseau Wassila à Vif. Je voudrais peut-être répondre à la dame qui a parlé, la journaliste, qui a parlé de l'importance de relativiser. Je pense qu'il n'y a aucun hiatus, aucune différence, en fait, entre la violence nationale vécue par l'individu et la violence politique, la violence que vous avez signalée. Et il est évident que pour diminuer ces formes de violence politique dans les conflits armés, il faut, comme l'ont dit les orateurs précédents, que s'installe une véritable culture et une prise de conscience concernant toutes les formes de violence, quelles qu'elles soient. Et il est évident qu'une manière, j'espère, de diminuer les conflits armés, c'est que chacun, l'individu, et je pense aussi à Terra qu'il n'y a pas de différence à faire quand on s'adresse à l'auteur de violence ou à la victime de violence. Chacun est concerné. Parce qu'en réalité, on commence un petit peu à relativiser, comme vous dites, ce problème de la violence lorsqu'on prend conscience qu'en fait, chacun de nous est porteur de... vous avez donné cet exemple de maman. À un moment donné, qui, à un moment donné, n'a pas eu cette pulsion de violence? Autrement dit, c'est pas l'auteur plutôt que la victime, l'individu plutôt que la nation plutôt que le monde. C'est chacun doit faire son examen de conscience et prendre conscience justement qu'il y a un travail permanent à faire pour lutter contre ce fléau. Je voudrais aussi, peut-être tout a été dit par les interventions précédentes, mais en ce qui concerne le réseau Wassila, bien sûr, parler c'est important, écouter les victimes c'est fondamental, mais il y a autre chose. Notre constatation quotidienne, c'est l'insuffisance des systèmes de protection et le déficit, excusez-moi Madame Messalden, et le déficit de tous les professionnels, de tous les intervenants auprès des victimes de violences et particulièrement des enfants. Beaucoup d'intervenants sont mal formés, ont un désarroi tel qu'ils ne savent pas comment prendre en charge les victimes. Autrement dit, nous aimerions lancer un appel aussi pour que, au-delà de la parole, du silence à rompre, au-delà de la prise de conscience théorique, il y ait une mise en œuvre efficace, concrète des systèmes de protection. C'est ça qui fait la différence entre les pays. La violence, elle est universelle puisque, on vient de le dire, sur le plan presque psychanalytique, on est intrinsèquement porteur de ces pulsions violentes. Donc, ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas malheureusement zéro violence, je pense jamais, tant que l'homme est l'homme. Mais, justement, parce qu'on prend conscience de ce que l'on porte en soi, il faut mettre des garde-fous, augmenter les systèmes de protection. Et je pense que la campagne de l'UNICEF est très opportune, puisqu'elle croise une
préoccupation qui semble être une préoccupation à haut niveau en Algérie, au niveau national, au niveau politique, au niveau judiciaire, puisque notre pays vient de se doter de lois sur la protection de la famille en général, protection et la lutte contre la violence faite aux femmes, et pour la première fois quand même, la criminalisation de la violence privée, de la violence conjugale, et on en est à la protection de l'enfant. Et j'ai envie de dire, peut-être que je suis pessimiste, j'ai entendu une intervention de M. Xentini il n'y a pas longtemps, qui disait que grâce à ces lois théoriques, à cet arsenal juridique, nous sommes un pays qui protège et qui même surprotège les victimes et les enfants. Je pense que ça, c'est faire preuve à la fois de présomption et d'irréalisme. Et en réalité, nous sommes bien en deçà. Encore, il faut en prendre conscience de la mise en œuvre, la mise en place et de la mise en pratique, surtout, de l'arsenal juridique et des systèmes de protection légaux en présence des victimes. Et excusez-moi, Madame Saoudan, on va reprendre, mais en ce qui concerne les violences sexuelles au réseau Ouessina, malheureusement, nous ne pensons pas que pour les violences sexuelles, il faille fournir une preuve matérielle. Il nous semble que la parole de l'enfant, dans 80-85% des cas, est en soi, en elle-même, une preuve et doit être prise en compte. Madame Saoudan, vous voulez répondre? Donc la plupart du temps, les victimes qui se présentent, c'est des victimes de violences sexuelles, donc l'acte contre nature, le viol, voilà. Des fois les viols suivis d'actes de grossesse. Donc généralement, donc, il faut une preuve scientifique pour le viol, le degré de viol, même le temps, ça dure, parce qu'il y a le viol ancien. Donc il y a des détails très précis à fournir, bien sûr. Nous, c'est les enquêteurs, et celui qui tranche, c'est la justice. Donc, pour permettre à la justice de trancher, donc il y a toute une procédure judiciaire avec les pièces justificatives, notamment le certificat bien détaillé, en plus de ça, il y a aussi tout ce qui est preuve scientifique, il y a la police scientifique pour l'ADN et autre chose. Voilà. Merci. Je reviens sur un petit peu la question dans son objectif. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des priorités nationales. Parce qu'il y a un constat, il y a un contexte, il y a un besoin, il y a des attentes par rapport à cette violence qui frappe tous les niveaux et tous les publics. Ça, c'est important. Zéro silence, zéro violence, mais plusieurs réponses il faut donner. C'est le plus important. Quelle réponse on va donner? On va briser le silence, on va briser les tabous en matière de violence, mais les victimes, les acteurs, les professionnels, les institutions, la société civile, la famille attendent des réponses. C'est ça qu'il faut aussi travailler. Donc la campagne s'inscrit dans un processus de réponse par rapport à l'UNICEF et les différents acteurs. La première réponse, c'est la prise en charge. La prise en charge, surtout des victimes et les publics les plus vulnérables par rapport à cette violence. Il y a aujourd'hui une amélioration en matière de loi, un code de protection au niveau de la PA qui a été voté et validé par le Conseil des ministres en septembre 2014. Il y a un travail, il y a une avancée. Ce code, il représente une réponse parmi les réponses, sur le plan social et sur le plan juridique et judiciaire. Ça, c'est important. Mais il représente 50% de la réponse. La 50%, c'est le terrain. C'est l'application de cette loi.
c'est de revoir comment cette loi va être appliquée sur le terrain par rapport à toutes les situations. La deuxième réponse, c'est comment améliorer les conditions de vie et le bien-être de la famille algérienne, qui est dans la violence. Aujourd'hui, on prend la cité de Aïm Ndjili à Constantine, avec une population de 40 000 habitants, aucun équipement d'accompagnement en matière de loisirs, d'animation, de culture, etc. C'est normal, on a aussi cette violence. Et vous imaginez les autres cités, les autres quartiers. C'est ça qu'il faut donner. Donc la société, on ne va pas s'arrêter à la développement. Et le troisième volet de réponse, c'est l'environnement de protection. Madame Chetour a parlé sur le système de protection. Je suis tout à fait d'accord avec elle qu'il faut revoir le système de protection. Le système de protection, ce n'est pas une question de loi, c'est tout. Mais c'est tout un environnement de protection. À partir de la famille, à l'école, dans l'espace public, et ainsi de suite. C'est ça qu'il faut, après, je pense, faire davantage de plaidoyer pour renforcer ce système de protection, l'environnement de protection. Et là, il y avait des programmes et des politiques, parce qu'on est par rapport aux résultats. Il y avait un plan national de la protection des enfants, 2010, 2008, 2015. Il y avait une stratégie nationale à la famille, 2008-2014. Aujourd'hui, on demande des bilans. Où est-ce qu'on est sur l'impact et les résultats? Donc, nous sommes collectivement adhérés dans cette dynamique de briser le silence, zéro violence. C'est un rêve, mais le plus important, c'est que nous sommes en train de faire bouger les choses. Merci. Bon, et je crois que les interventions des partenaires l'ont bien mis en exergue. Ce n'est pas une campagne qui va résoudre tout ça du jour au lendemain. Ce n'est pas le principe, ce n'est pas non plus notre rêve. On a tous des rêves. C'est ce rêve, c'est d'arriver à ce zéro violence. Mais ce n'est pas pour demain, malheureusement. Ça va prendre un travail de la société algérienne dans son ensemble. Ça va prendre ce travail sur soi de chacun d'entre nous. On est tous parents. Vous savez, quand on a fait une enquête l'année dernière sur 200 000 personnes, dans chacun sur l'ensemble du territoire algérien, on a demandé aux enfants entre 2 ans et 15 ans est-ce qu'ils estimaient avoir été victimes de violences dans la semaine qui avait précédé l'enquête. Je ne vous fais pas deviner parce que c'est un peu difficile de deviner. 86% des enfants estiment avoir été victimes de violences physiques ou verbales. 86%. Ça vous donne une idée un petit peu de notre vécu, nous aussi en tant que parents. Hein, on revient à ce que disait Mme Chetour. Quelquefois, je ne sais pas, moi, si vous me demandiez à mes propres enfants ce qu'ils diraient, j'espère qu'ils diraient non, mais je ne suis pas sûr. Donc c'est vrai que quelquefois, même verbalement, on dérape. On dérape et ça donne à l'enfant une manière de voir le monde. Que ça devient normal de déraper, ça devient normal d'élever la voix, ça devient normal de crier, de frapper, ça devient la norme. Et c'est ça, ce travail sur soi, qui va faire qu'on va avancer, mais ça va prendre du temps. Et tant au niveau individuel qu'au niveau des systèmes de protection sur lesquels il faut évidemment continuer à travailler. Merci. D'autres questions? Madame Aïssa, vous voulez rebondir? Oui, je voulais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit. En fait, je crois que la violence à l'égard des enfants, comme celle aussi exercée sur les femmes, sont faites parce qu'on considère effectivement, Madame Mamri l'a dit, parce qu'on considère cet enfant comme la propriété, donc un objet, et la femme également. Donc moi je dis, lorsque l'enfant est violenté, c'est parce que la violence a déjà été exercée sur la mère. Et ça, les enfants en sont, donc ça devient un cycle, ça devient une répercussion. Donc elle est souvent agressée par le père ou l'époux. En fait, c'est celui qui a l'autorité sur l'enfant qui va exercer cette violence. C'est vrai que cette campagne est faite pour dire « dites-le ». C'est vrai que cette campagne est faite pour dire « parlez ». Vous
vous avez des personnes qui seront à l'écoute de votre souffrance ou de ces actes que vous avez subis. Donc, 2 numéros sont donnés. Et c'est vrai qu'ensuite se posera la question de cette prise en charge et de l'accompagnement de l'enfant. Pour la police, c'est le judiciaire, c'est le dépôt de plainte, et ensuite il faut aller au tribunal. Mais il y a aussi tout le soutien psychologique que doit avoir l'enfant.